Bismillahirrahmanirrahim. Rokhaya Guicheli, docteur en urbanisme, Université de Constantine III. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui ce travail qui porte comme intitulé Normes urbain comme support de loisirs des enfants, entre besoins et modalités d'appropriation. Un sujet qui sera examiné à travers le cas de la ville d'Al-Khloud appartenant à l'aire urbaine de Constantine. Ce travail est élaboré en collaboration avec le professeur Nasser Abdelhassi, Université aussi de Constantine III. Ce travail est une tentative de compréhension du rapport tissé entre les enfants en tant qu'utilisateurs et les no-man's land considérés comme leur espace de vie. Donc c'est une lecture croisée entre l'état de ces espaces et surtout leur capacité de répondre aux besoins des enfants. Pour présenter ce travail, nous allons commencer tout d'abord par l'introduction et la présentation du contexte de la recherche, puis la problématique, la question principale et surtout la méthodologie suivie pour atteindre les objectifs de ce travail. Les principaux résultats seront présentés ensuite pour terminer par quelques éléments de conclusion. Les no-man's land urbains sont éparpillés partout dans toute la ville. Ils prennent plusieurs formes et se trouvent dans les différentes échelles de la ville, en côtoyant ces différents composants, équipements, infrastructures et surtout habitations, ce qui rend ces espaces les premiers terrains à découvrir par les enfants. Mais la réalité du terrain et les premiers constats de cette recherche nous a permis de découvrir que ces espaces ne sont pas aménagés pour accueillir cette catégorie vulnérable. Maintenant, permettez-moi d'expliquer pourquoi no-man's land urbain pour désigner les espaces de la ville, les espaces squattés surtout par les enfants, alors qu'il existe une multitude de dénominations pour désigner l'espace inutile de la ville, comme délaissés urbains, résidus urbains, vide urbain ou même proche vide. Toutes ces expressions possèdent des définitions précises et surtout limitées. Alors, no-man's land, par sa définition, c'est une zone ambiguë en termes de statut et de fonction. Donc, c'est une expression globale qu'elle peut se généraliser pour englober toutes les formes de l'espace inutile de la ville. Comme nous avons mentionné que les espaces no-man's land se trouvent dans les différentes échelles de la ville, mais ils se concentrent dans les zones d'habitat urbain nouvelles, ce qu'on appelle en Algérie les dunes, une des applications de la conception urbanistique moderne. Ces espaces sont induits pour des impératifs techniques et surtout hygiéniques et pour assurer le confort urbain. Donc, c'est dans ces terrains que les enfants expriment ses premiers besoins. Jouer, expérimenter, se réunir, découvrir et autres besoins. Mais en réalité, ces terrains sont des espaces non aménagés. La question donc qui mérite d'être posée dans ce travail, c'est une question de capacité. À cet égard, ce travail, c'est une tentative de compréhension si l'espace no-man's land, dans son état actuel, répond-il aux besoins des enfants. Pour traiter ce sujet, nous optons pour le cas de la ville d'Al-Khloud. Pourquoi cette ville? Al-Khloud a connu la réalisation de la moitié du programme quadrinal, c'est-à-dire plus de 5 000 logements collectifs sous forme de zones ont été réalisés, à la faveur d'une politique de report de surplus de la population de sa ville-mère Constantine. Al-Khloud choisit essentiellement pour sa topographie et pour sa localisation dans le carrefour des voies nord, sud et est-ouest. À la faveur de cette politique de report, Al-Khloud, qui a été un centre villageois en 62 avec une superficie qui ne dépassait pas 12 hectares, devenue aujourd'hui une ville moyenne de plus de 777 hectares. Donc une croissance urbaine importante et surtout irrationnelle, le fait du logement collectif sous forme de zones consommateurs de grandes assiettes foncières. Les objectifs de ce travail sont multiples. C'est examiner tout d'abord les dynamiques de formation et de transformation de l'espace no-man's land, et puis c'est s'interroger sur les modalités d'appropriation de l'espace par les enfants en passant nécessairement par une présentation de leurs besoins élémentaires, pour terminer par l'exploration du rapport enfant-espace no-man's land. Pour atteindre les objectifs de ce travail, deux approches ont été employées. Nous avons une première approche historique et une deuxième analytique. Pour la première, il s'agit d'une étude rétrospective de processus de formation et de transformation de l'espace no-man's land, et aussi questionner sa substance et ses caractéristiques initiales. La deuxième l'approche analytique, c'est pour découvrir l'état des lieux des espaces en employant plusieurs techniques et outils de recherche. Nous commençons tout d'abord par une évaluation par critères et puis une enquête par observation complétée par un questionnaire.
En termes de résultats, nous commençons tout d'abord par le besoin de libérer l'espace, une réponse au problème hygiénique de la ville traditionnelle. Donc, nous avons une première étape de formation et l'apparition d'un espace libre, un espace d'articulation et un des fondements de la ville moderne. La deuxième étape, c'est la transformation de ce composant urbain à un espace non aménagé, ce que nous appelons espace no man's land. Donc, l'espace libre de la ville moderne, devenu aujourd'hui no man's land, c'est un instrument pour concrétiser les principes de la conception moderne. C'est essentiellement pour répondre aux besoins hygiéniques et des besoins physiques des êtres humains. C'est un régulateur de ventilation et d'ensoleillement. Et aussi pour répondre aux besoins psychologiques, c'est un fond vert de la ville, dégager le champ de vision et offrir un panorama et minimiser le bruit. Et aussi, c'est pour créer un royaume de jeu et de recréation pour les catégories fragiles comme les enfants. C'est aussi pour renforcer la proximité spatiale et créer les installations nécessaires destinées aux enfants, comme les crèches, les organisations préscolaires, les cercles de jeunesse, les centres de délassement intellectuel ou de culture physique, les salles de lecture, autres espaces destinés aux enfants. La transformation maintenant de l'espace libre d'un composant urbain à no man's land, c'est la conjoncture de plusieurs facteurs. Nous parlons beaucoup plus de 3 facteurs. Pour des données financières, par exemple, la priorité n'a jamais été donnée à l'aménagement de l'espace extérieur. Le principe de zonage est largement poussé pour donner des zones sous-équipées. Et les matériaux et moyens de construction, comme par exemple la grue, n'ont pas permis de respecter les formes et les dimensions des espaces dégagés. Revenons sur notre cas d'étude de la ville d'El Khouloub. L'espace no man's land occupe plus de 33% de la superficie totale de la ville. Et la figure suivante montre l'importance de cette assiette foncière. Elle est 2 fois le vieux centre de la ville d'El Khouloub, l'équivalent de 171 hectares. Le travail de repérage des espaces no man's land nous a permis de recenser 257 lots no man's land qui se concentrent dans les unes avec un taux de concentration de plus de 68%. Modalité d'appropriation de l'espace no man's land. Ce type d'espace, en dépit de son état initialement brut, reste le lieu préféré des enfants, des adolescents et surtout des petites filles dont l'âge ne dépasse pas les 10 ans. La figure suivante montre la dominance de cette catégorie, avec un taux de fréquentation qui dépasse les 68%. Alors les autres catégories, comme les adultes et les personnes âgées, enregistrent aussi des taux importants de fréquentation, ce qui est en contradiction avec les résultats de l'observation que nous avons effectuée, ce qui nous a amené à examiner les pratiques exercées par ces catégories. Les résultats montrent que les taux de circulation pour les adultes et les personnes âgées sont très importants, assez importants pour confirmer que les autres catégories utilisent l'espace no man's land essentiellement pour se déplacer. Une conséquence directe des tracés logiques des voies tertiaires. Par contre, le taux de circulation chez les enfants ne dépasse pas les 17%, ce qui confirme encore une fois que ces terrains sont squattés initialement par les enfants pour exercer leurs pratiques préférées. L'espace no man's land aussi, c'est un lieu de concomitance des activités généralement contradictoires. L'appropriation des enfants de leur espace de proximité n'a pas empêché les autres catégories, surtout celles des adultes, d'exercer des autres pratiques dans le même espace, comme montre la figure. Donc, l'espace de jeu des enfants peut aussi un lieu de stationnement, de jardinage et de certaines pratiques domestiques, ce qui met en péril la sécurité des petits. Ainsi, ces espaces sont occupés par les enfants de tous âges et les adolescents, ou le regroupement des jeunes adolescents dans ces espaces peut amener dans des cas une appropriation excluante pour d'autres catégories, surtout pour celles des enfants. Pour comprendre maintenant le rapport enfant-espace no man's land, il faut savoir sa qualité urbaine. Donc, il faut explorer tout d'abord les caractéristiques spatiales de l'espace squatté par les enfants en examinant ses qualités pour évaluer en deuxième lieu son adéquation avec les besoins des enfants. Pour cela, nous avons 3 dimensions d'évaluation. Une dimension morphologique, une deuxième visuelle et une troisième fonctionnelle. Pour la première dimension, il s'agit de comprendre les limites qui définissent le statut, les éléments de repérage et d'orientation, la perméabilité et le degré d'ouverture. Pour la deuxième dimension visuelle, il s'agit de savoir les éléments identitaires, la structure et la présence de la nature. Pour la troisième dimension fonctionnelle, il faut comprendre les diversités des activités, l'attractivité, le confort et la sécurité.
Comme une deuxième étape, il faut maintenant savoir les critères de qualité, c'est-à-dire savoir les besoins élémentaires des enfants. Pour cela, comme une référence, nous avons pris les mesures pour l'aménagement de l'espace des enfants tirées par la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant. Nous avons donc ces critères ou bien ces principes d'aménagement. Premièrement, la participation, c'est-à-dire intégrer les enfants de manière pratique, créative et intellectuelle à la conception de leur environnement. Le deuxième donc, principe, c'est l'interaction, c'est-à-dire créer des espaces destinés aux enfants du même âge pour l'interaction entre eux. Troisième principe, c'est la sécurité. C'est pour assurer l'orientation sécurisée des enfants sans empêcher leur autonomie. Quatrième principe, c'est la malléabilité, c'est-à-dire façonner les espaces en préférant les lieux non structurés, non pédagogiques. Cinquième principe, c'est la proximité à la nature pour stimuler le développement physique et psychologique des enfants. Et le dernier principe, c'est l'accessibilité, c'est-à-dire assurer des espaces accessibles aux enfants. Nous avons examiné donc les principes d'aménagement de l'ONU sur les espaces non manslin de la ville d'El-Khourouk, objet de notre étude, ce qui nous a permis de tirer les conclusions suivantes. Pour la participation, la majorité des espaces non manslin, comme nous avons mentionné, ce sont des espaces non aménagés, à l'exception de certaines aires de jeu et terrains de foot aménagés à l'initiative de la municipalité communale. Pour l'interaction, nous avons deux catégories de l'espace aménagé. Des aires de jeu standardisées destinées aux enfants scolarisés ou bien même des enfants de 3 à 5 ans. Généralement, ce sont des aménagements qui ne prennent pas en compte les spécificités d'âge de chaque catégorie. Nous avons aussi des terrains de foot destinés aux adolescents, utilisés aussi par les adultes. Pour la sécurité, nous avons trois critères d'évaluation. Nous commençons par les limites. Donc, pour les limites, nous n'avons que les tracés des voies tertiaires et les trottoirs. Donc, seule la position de l'espace no man's land par rapport aux autres composants qui définissent son statut. Donc, on ne peut pas facilement faire la différence entre les espaces privés d'utilisation, les espaces communs, les espaces publics. Deuxième critère, c'est le degré d'ouverture. C'est un espace dénudé, mal irrigué et donc accessible par tous les passagers. Pour le confort, c'est un espace qui n'assure pas le minimum du confort ni aux enfants ni aux autres utilisateurs. Pour la malléabilité, nous commençons par le repérage et l'orientation. L'absence des repères rend l'identification une tâche très difficile pour les enfants. Pour la structure lisible et la signification, les espaces généralement ne sont pas bien structurés, et cela à cause de l'absence des limites claires. Pour la nature, donc, à l'exception de quelques arbres implantés par les habitants dans les espaces de proximité et les jardins privatisés, la présence de la nature est relativement rare. L'accessibilité. Donc, nous avons des espaces avec une forte accessibilité, surtout pour les enfants, loin de voies de circulation importantes. En termes de conclusion, nous pouvons dire que les espaces no man's land, une des conséquences de la conception urbanistique dite moderne, les espaces dégagés essentiellement pour garantir les éléments nécessaires aux êtres vivants et créés pour devenir le fond de la ville, et accueillir surtout les catégories vulnérables. C'est un lieu d'expérimentation, un lieu nécessaire pour la construction de l'identité et la personnalité des enfants et surtout la construction de leurs repères spatiaux. En réalité, nous n'avons pas besoin d'effectuer des analyses approfondies pour savoir que ces espaces ne sont pas conçus pour accueillir cette catégorie vulnérable. Absence des aménagements appropriés, absence de participation des enfants, non prise en compte des spécificités de chaque catégorie d'âge. Mais à quel point ces espaces dans leur état actuel répondent-ils à leurs besoins? Nous pouvons dire que l'absence des limites claires constitue l'origine d'une série de dysfonctionnements qui nuisent l'utilisation des no man's land par les enfants. L'absence des limites donne des statuts flous. Elle renforce l'insécurité des lieux. Donc, nous avons plusieurs utilisateurs et activités contradictoires dans le même espace. Et surtout, il influe négativement sur le degré d'ouverture, ce qui rend ces espaces accessibles par tout le monde. En dépit de cette situation, les no man's land dans leur état actuel sont des terrains non structurés, non pédagogiques. Ce sont des véritables terrains d'expérimentation libres et flexibles pour les enfants. Donc, nous pouvons dire aussi, même si les espaces no man's land ne répondent que partiellement aux besoins des enfants, ils constituent une alternative face au manque des espaces appropriés.
Il faut rappeler donc que l'espace non structuré, l'espace no man's land, est un terrain où les enfants peuvent essayer toutes sortes de choses. C'est un espace parfait pour développer leur capacité à résoudre les problèmes, de prendre les décisions, de suivre leurs propres idées, de fixer les objectifs et d'organiser leur temps, et surtout de se sentir plus en contrôle de leur environnement, de découvrir ce qu'ils aiment et de développer leur confiance en soi. Merci pour votre attention.